Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce moment qu'on va partager ensemble. D'abord, évidemment, remercier les amis qui nous ont fait l'amitié et l'hospitalité de nous inviter pour participer à cette formidable thématique des mondes parallèles. Donc Anne Marast et Zaneb Jounou, merci beaucoup de nous offrir ce moment. Et donc, comme vous nous aviez très tôt invité à discuter de cette question des mondes parallèles, évidemment, on a beaucoup cogité. On s'est dit comment on pourrait attraper cette question-là. Il y a tellement d'angles à partir desquels on pourrait réfléchir à cette idée de monde parallèle. Alors, on a eu plusieurs idées. D'abord, on s'est dit qu'on pouvait tout à fait revoir des films qu'on a beaucoup aimés, de Mankiewicz, de Raoul Ruiz, de David Lynch, de Krzysztof Kieslowski et d'autres, par le biais d'une lecture importante, celle du Pli, de Gilles Deleuze, et de concevoir une manière de penser le baroque à partir des séries divergentes et des mondes incompossibles, comme il le dit à partir de Leibniz. C'était une option. Il y en avait une autre qui concernait la manière dont certaines franchises de super-héros actuellement mobilisent cette hypothèse scientifique absolument passionnante qui est le multivers pour essayer de renouveler un fond narratif et figuratif qui commence un peu à s'épuiser. Comment voir aussi, par le biais du multivers, qu'il y a quelque chose là d'un recyclage infini interminable qui peut s'apparenter à une forme de culture saturée. C'était aussi une autre option. Et puis s'est imposée à nous une petite formule, en fait, une locution adverbiale tout à fait anodine et ordinaire que nous employons toutes et tous régulièrement, mais qui, dans la bouche du président de la République Emmanuel Macron, a un sens beaucoup plus précis. Cette formule, c'est « en même temps ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire en même temps ? Bon, c'est très simple, mais dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est un peu plus précis que cette simplicité-là. En fait, c'est d'abord une formule assumée. Lors d'un discours qu'il avait donné le 17 avril 2017, donc juste avant son élection à la présidence de la République, il avait remarqué, qu'on lui avait fait remarquer, qu'il employait souvent cette formule, mais qu'il l'assumait. Il l'assumait notamment parce qu'il se situait dans un héritage philosophique qui est celui de Paul Ricoeur, du philosophe Paul Ricoeur, avec qui Emmanuel Macron avait travaillé lors de la publication d'un de ses grands ouvrages à la fin des années 90, en 1999 précisément, qui s'appelle « La mémoire, l'histoire et l'oubli ». Paul Ricoeur, d'un mot, en fait, considérait que tant que l'ajournement des synthèses était à l'ordre du jour, il fallait quand même continuer à tisser du lien social sur un fond de conflictualité. En même temps, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, la meilleure position, c'est de remettre la balle au centre. En même temps que vous satisfaisez les intérêts d'un électorat qui est plutôt favorable à l'accumulation du capital, vous êtes également favorable à satisfaire les intérêts des électeurs ou des électrices qui sont, eux et elles, favorables plutôt à une forme de justice sociale et redistributive. Finalement, en même temps, c'est la formule caractéristique, exemplaire ou paradigmatique du centrisme. Alors c'est intéressant parce que, d'abord, il y a un film qui a été produit, réalisé l'année dernière par Benoît Delépine et Gustave Kervern, qui s'appelle « En même temps », qui était une manière de moquer gentiment cette tournure rhétorique qui est probablement aussi expressive d'un certain agencement idéologique, de certaines tournures ou d'une certaine orientation idéologique. Vous avez aussi un ouvrage qui défend cette position, qui a été notamment écrit par Olivier Duhamel, pour identifier Emmanuel Macron comme justement celui qui a réussi à dépasser les anciens antagonismes du siècle passé en incarnant justement cette figure du en même temps, du centre, d'un nouveau centre, d'un centre renouvelé qui permettra justement de satisfaire les intérêts de toutes les classes ou de tous les groupes sociaux qui constituent la société française. Et puis, ça a suscité aussi des critiques. Ça a suscité notamment la critique d'un psychanalyste qui s'appelle Roland Gori,
qui a écrit un texte très intéressant, disponible très facilement sur Internet, et qui dit qu'en même temps, c'est compliqué, en fait, parce que il s'agit d'un côté de continuer à entretenir une croyance nécessaire à l'incarnation portée par la figure du président de la République, une croyance même relativement sacrée, enfin un type de sacralité républicaine, voilà, de croyance en tout cas en l'homme d'État. Et en même temps, cet homme d'État finalement livre aussi la politique sous les rênes d'une économie qui finalement l'emporte largement sur la politique. Vous avez un historien de formation qui s'appelle Jean-Baptiste Galen, qui lui rappelle que finalement cette position du en même temps, ce centrisme qui caractérise cette formule, remonte à loin, et qu'à l'époque de la Restauration, à l'époque du roi Louis XVIII, vous aviez un ministre qui s'appelait Élie Decazes et qui était l'incarnation même, assumée du en même temps, c'est-à-dire satisfaire à la fois les ultras du côté royaliste et en même temps satisfaire aussi le libéralisme, qui était la nouvelle doctrine qui est en train de se mettre en place à l'époque. Alors, tout ça, c'est un développement qui peut paraître un peu bizarre par rapport au monde parallèle, mais finalement pas tant que ça. Parce qu'en même temps, ça dit bien qu'il y a des mondes. Et la question, c'est finalement de respecter que les mondes parallèles coexistent et de satisfaire à peu près l'intérêt de tous ces mondes-là. On va déplier quand même cette histoire de en même temps. Parce que on se dit, il y a une drôle d'affaire quand même qui se joue derrière cette formule si simple. D'abord, on repère un premier aspect dans l'usage rhétorique qu'en fait le président de la République. Quand il dit en même temps, en fait, il dit ni, ni. Ni un extrême, ni un autre. En gros, ni le communisme, ni l'extrême gauche, et ni le nationalisme, ni l'extrême droite. Alors Roland Barthes, dans ses mythologies, moque cet aspect-là. C'était déjà en 1957. Il appelait ça le ninisme. Cette manière de poser deux opposés pour évidemment les évacuer, c'est aussi évacuer l'antagonisme qui existe. Et on va essayer de le montrer ce soir à l'aide d'un cinéaste qui s'appelle Jean-Luc Godard, qu'il y a de l'antagonisme et que le monde parallèle se touche à l'endroit précis de leurs antagonismes, quand bien même ils sont escamotés ou refoulés. Donc c'est un ninisme. En même temps, est un ninisme, ni, et la balle est au centre, privilégiant le milieu, mais c'est aussi une dénégation, c'est une manifestation de la négation. Alors, la formule de la dénégation, elle a été donnée en 1969 par Octave Manoni, donc Clé pour l'imaginaire. Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que je fais une politique qui est favorable aux plus riches, mais quand même, je vais essayer de faire une politique qui va satisfaire les intérêts des plus modestes. Ou alors, mieux, je sais bien que j'essaye de faire une politique qui satisfasse à l'intérêt de tous les groupes sociaux, mais quand même, au bout du compte, je sers les intérêts du capital. Donc il y a une dénégation dans cette histoire de en même temps. Finalement, une autre locution adverbiale, tout à fait courante, tout à fait commune, dit la vérité du en même temps. C'est de deux choses l'une. Ou bien vous acceptez ce centrisme, cette position libérale typique, vous êtes au centre des jeux, du jeu et des antagonismes, ou bien c'est le chaos. Voilà. Donc c'est de deux choses l'une. Sauf qu'aujourd'hui, bon nombre d'intellectuels, des scientifiques, enfin des chercheurs en sciences sociales, des historiens, des sociologues, je pense à Pierre Cernat, je pense à Alain Deneau, je pense à Tarek Ali, disent qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'extrémisme qui est à l'ordre du jour, c'est un extrême centre. Il y a une radicalisation d'une position qui veut que de toute façon, l'hégémonie libérale est indiscutable, sinon c'est le chaos. Et s'il faut augmenter l'intensité de l'autoritarisme nécessaire à ce que cette hégémonie perdure, eh bien on acceptera de le faire. Voilà quelle est la situation. Et la difficulté qu'on a quand on est spectateur de cinéma, comme nous, Alexia et moi, c'est qu'on aime au cinéma quand les films ont le désir de ne pas évacuer l'antagonisme, mais de l'assumer. C'est-à-dire, au lieu de dire en même temps, ou au lieu de dire en même temps, et puis finalement on a un consensus en faveur d'une modalité de gouvernement, c'est de dire de deux choses, pas l'une. C'est pas de dire de deux choses l'une. C'est de dire de deux choses pas l'une, il va falloir assumer l'antagonisme qu'il y a entre ces choses. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il existerait des mondes parallèles sur le plan social ou sur le plan imaginaire, il s'agit de voir comment ces mondes
sont en rapport, entrent dans des rapports qui sont des rapports de ressemblance, de dissemblance, des rapports antagoniques, des rapports de contradictions antagoniques, et pas simplement de divergences d'intérêts. Et ça, c'est des questions de cinéma. C'est complètement des questions de cinéma. Ça se parle, cela, depuis le cinéma. Ça se parle en fait depuis le jour où David Griffith, en 1909, réalise un film qui s'appelle O'Connor in Wheat. Le titre français, c'est Le spéculateur en grains. Bon. En fait, c'est le premier film de l'histoire du cinéma, ou c'est un des premiers en tout cas, où il s'agit de fixer les règles du montage parallèle. En même temps qu'il se passe quelque chose à cet endroit du monde social, il se passe quelque chose à un autre endroit du monde social. Et il y a un rapport. Et c'est un rapport conflictuel. C'est un rapport antagonique. Vous regardez ce film, il est disponible sur YouTube. Il dure un quart d'heure. Vous avez des paysans qui cultivent le blé. Et puis vous avez des spéculateurs qui font augmenter artificiellement le cours de la céréale. Vous avez ensuite des commerçants qui vendent le pain à un prix plus cher. Vous avez des consommateurs affamés ou d'autres qui se révoltent, et vous retrouvez à la fin les paysans qui se sont appauvris. En 1909, David Griffith, qui pose une forme nouvelle de cinéma qui va évidemment produire un langage cinématographique, enfin, en tout cas toute une tradition d'une certaine manière dont on n'est toujours pas sorti, comprend bien que s'il y a montage parallèle, c'est parce qu'il y a des antagonismes. S'il y a montage parallèle, c'est parce qu'il y a des luttes de classe. Et c'est pour filmer ces luttes de classe qu'on utilise le montage parallèle. Bon. On est en 1909, donc c'est-à-dire qu'on est 15 ans avant les films d'Eisenstein, et on comprend pourquoi Eisenstein a été tellement enthousiasmé par les films de Griffith, puis comment il a voulu évidemment les pousser dans le sens d'un matérialisme marxiste et révolutionnaire qu'on lui associe habituellement. Alors, de deux choses pas l'une, en fait, c'est pas une invention propre, c'est un mot de Jean-Luc Godard. C'est un mot en fait qu'il a prononcé à l'époque où il était invité par le Conservatoire d'art cinématographique à Montréal, où il a donné plusieurs cours entre 1970 et 1980, à la suite en fait, d'Henri Langlois. C'était Henri Langlois d'abord qui a commencé à donner ses cours, et puis Jean-Luc Godard a pris le relais après la mort d'Henri Langlois. Et tout ça a débouché sur un livre qui a été publié aux éditions de l'Albatros en 1980, qui s'appelle Introduction à une véritable histoire du cinéma. En fait, ce livre et les cours qui y sont ramassés sont les prolégomènes québécois en fait, de ce qui sera réalisé une dizaine d'années plus tard avec les histoires du cinéma. Et dans ce livre, il dit de deux choses pas l'une. Parce que quand on articule des images qui elles-mêmes sont toujours expressives d'un rapport au monde, deux mondes, on voit bien comment à la fois ces mondes, ces images, ces mondes d'images se ressemblent, et c'est comme ça qu'on peut les monter, c'est parce qu'il y a des attirances, il y a du mimétisme, c'est le moment un peu imaginaire de ressemblance entre ces images. Et en même temps, dans le même mouvement, il y a au contraire de la dissemblance, de l'écart, de la disjonction, de la contradiction. Ces images n'ont rien à voir entre elles, elles appartiennent à des régimes tellement hétérogènes, tellement différents. Bon, mais de deux choses pas l'une, on a besoin des deux. On a besoin que les images se ressemblent, et on a besoin aussi de ne jamais oublier qu'elles sont dissemblables. C'est là qu'il y a un troisième moment. C'est la fameuse troisième image au sujet de laquelle Jean-Luc Godard a tellement travaillé. Ce troisième moment, on peut le caractériser ainsi. En fait, c'est le moment où, après les ressemblances imaginaires et les dissemblances réelles, vous avez une relation symbolique et différentielle à partir desquelles les images entrent en rapport, mais dès lors qu'il y a un manque dans ces images, qu'il y a un vide. Et c'est ainsi que l'articulation se fait. Une fois qu'on a passé le moment imaginaire de ressemblance mimétique, et une fois qu'on a affronté l'épreuve de l'antagonisme, qui n'est plus évacué, mais qui est assumé. En gros, c'est comme si vous passiez d'un moment où les images étaient soumises à des rapports de subordination, d'exploitation, au nom du scénario, au nom du récit, au nom de toute une série de conventions, et que vous passiez plutôt de cette logique économique-là à une logique économique plutôt de don et de contre-don,
Ce qu'une image a le donne à l'image qui ne l'a pas, et vice-versa. Est-ce qu'un monde a, il le donne à l'autre qui ne l'a pas, et vice-versa. C'est très intéressant parce que c'est en 1980 que Godard commence à fixer ça, en tout cas dans les cours qu'il avait donnés au Québec. Et 3 ans plus tard, Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, publie Le regard éloigné. Le livre a été publié aux éditions Plomb. Et dans ce livre, il écrit la chose suivante. Quand je dis de 2 choses l'une, je dis en fait la troisième. On comprend d'une certaine manière aussi pourquoi Jean-Luc Godard rend hommage à Claude Lévi-Strauss à la fin de Film Socialisme. Mais c'est aussi pour cette raison-là, c'est parce que Claude Lévi-Strauss, comme Jean-Luc Godard, d'une certaine manière, n'ont pas cédé sur une manière de penser qui est une manière de penser dialectique. Dialectique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire une critique des choses en n'oubliant jamais leur noyau d'antagonisme. Et quand on pense aux images, au monde des images, eh bien, il y a des rapports d'antagonisme entre elles. C'est ce qu'a bien montré David Griffith quand il avait fait A Corner in Wheat. Et c'est ce qu'a fait d'une certaine manière Godard une bonne partie de son œuvre, de son trajet, du long trajet qu'il a accompli pendant 7 décennies pour affronter ça. Et c'est pour ça qu'on dit, en même temps qu'il y a des mondes, il y a aussi les points d'intersection entre ces mondes qui sont des antagonismes, qui fait que la vérité d'un monde, en fait, se trouve toujours dans un autre. Voilà. Il y a des mondes parallèles pour autant que la vérité de ces mondes se trouve toujours dans les mondes qui leur sont réciproques. Et ça nous intéresse beaucoup, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on a lu dans des livres, c'est quelque chose qu'on a compris dans les films de Jean-Luc Godard. Et du coup, il s'agira évidemment ici de saluer la mémoire de l'oncle Jean qui nous a faussé compagnie. Et il s'agira avec lui de répondre à chaque fois qu'on en dit en même temps, de dire oui, mais de 2 choses pas l'une, pour en penser une troisième. Et c'est comme ça que les images et les mondes auxquels appartiennent ces images se tendent la main, après s'être bien tapé dessus, et font une poignée de mains égales et amies. J'aimerais dédier ce moment avec vous à la mémoire d'Adolfo Kaminski, qui est décédé en janvier de cette année, et qui était un faussaire qui avait le goût de la vérité. Alors on va commencer, en fait, on va suivre la chronologie en fait, du travail de Jean-Luc Godard. On va commencer par un premier extrait. C'est un des premiers courts-métrages de Jean-Luc Godard. On est en 1958. Le film s'appelle Charlotte et son Jules, et vous allez voir comment on expérimente le en même temps, mais l'antagonisme qui fait que le en même temps, c'est de 2 choses pas l'une, et il s'agit d'en penser une troisième. C'est moi. Je sais que c'est toi. Je savais que tu reviendrais. Je te l'avais dit. Tu ne peux pas te passer de moi. Tu es idiote. Tu ne veux jamais écouter. C'est pourquoi tu reviens, Charlotte. Je vais te le dire, tu viens demander pardon. C'est trop tard. Inutile de dire quoi que ce soit, ma petite fille, tu n'as qu'à te taire. Donc Charlotte et son Jules, en fait, ça s'inscrit dans une série de films réalisés en compagnie d'Éric Rohmer, de plusieurs films. Charlotte et son steak, Charlotte et Véronique, Véronique et son cancre. On sous-estime en fait que la nouvelle vague, évidemment, est célébrée à la fin des années 50, mais en fait, ça fait déjà pas loin d'une dizaine d'années que ces réalisateurs tournent des films en 16 mm, en muet. Et Éric Rohmer, d'ailleurs, est vraiment la tête, l'avant-garde voilà, de ce passage à la réalisation dès la fin des années 40, début des années 50. Donc Jean-Luc Godard y participe donc avec ce film-là, entre autres. Charlotte et son Jules, en fait, c'est une variation du Bel Indifférent, la pièce en un acte de Jean Cocteau. C'est très drôle parce que c'est un film de 58. Un an avant, Jacques Demy a tourné une adaptation du Bel Indifférent, un film en couleur, très respectueux de Cocteau. Ce que fait Godard, c'est qu'il inverse les termes, parce que dans la pièce de Cocteau, c'est la femme qui parle et qui monologue, en fait, et l'homme est silencieux, comme dans le film de Jacques Demy, là, c'est l'inverse. C'est déjà une forme de dialectisation par le biais de l'inversion. C'est-à-dire que là, c'est l'homme qui parle et c'est la fille qui se tait. Mais alors, qu'est-ce qui est caractéristique de ce dont on parle en même temps ? En même temps, en fait, vous voyez Jean-Paul Belmondo qui joue le garçon,
et en même temps vous entendez la voix de Jean-Luc Godard, parce que c'est Jean-Luc Godard qui le double. Alors pourquoi est-ce que Jean-Luc Godard a doublé Jean-Paul Belmondo ? D'abord, il y a des raisons matérielles. C'est qu'à l'époque, encore une fois, il n'y a pas le son. Le son, en tournage en 16 mm, le magnétophone Nagra n'a pas été encore articulé avec la caméra éclair-coutant. Tout ça, ça se fera à partir des expérimentations de Jean Rouch avec Chronique d'un été en 1960. Les premiers films de la Nouvelle Vague, c'est des films qui sont post-synchronisés. Le premier film tourné en direct par Jean-Luc Godard, c'est Une femme est une femme. C'est en 61. Ces premiers films sont des films qui ont été tournés muets. Et donc c'est le cas des courts-métrages qu'il a réalisés, particulièrement donc de celui-là. D'autre part, il est cinéphile, Jean-Luc Godard, il voit beaucoup de films à la Cinémathèque, et il a remarqué que Orson Welles faisait souvent ça. Dans les films d'Orson Welles des années 50, en particulier dans Dossier secret ou Monsieur Arcadin, Orson Welles double beaucoup de personnages secondaires ou de figurants. Bon, alors on pourrait dire que c'est une signature d'auteur, après tout. C'est aussi, de toute façon, s'appuyer sur une réalité matérielle. Mais ce qui nous intéresse là, voilà, c'est cette inflexion, c'est ce raccord-là. C'est-à-dire vous avez à l'image, en fait, une créature duplice, équivoque, une figure double. L'homme, c'est Jean-Paul Belmondo, sa voix, ce n'est pas Jean-Paul Belmondo, c'est la voix de Jean-Luc Godard. C'est-à-dire, il y a ce qu'il y a à l'image et il y a ce qu'il y a au son, et c'est deux bandes différentes. C'est déjà du montage, évidemment. Le raccord entre un son et une image, même à cet endroit-là, c'est déjà du montage. Il y a quelque chose de la fiction, il y a la variation sur Jean Cocteau, mais il y a aussi le documentaire. Il y a Godard qui nous raconte aussi l'histoire de ses amourettes à cette époque-là. Cette duplicité, elle est déjà là. Elle se manifeste déjà à cet endroit-là. Alors on pourrait se dire, bon, c'était le moment un peu d'expérimentation, de réalisateur amateur avant de devenir, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, des professionnels qui ne sont d'une certaine manière jamais devenus. On va voir en fait que ça va se déplier et connaître dans le développement du travail de Jean-Luc Godard des manifestations particulièrement intenses. Alors déjà, on va vous montrer la fin, un film très connu, puisque c'est son premier long métrage. On va revenir sur la fin de La Bout de Souffle et vous allez voir comment là, on peut faire jouer justement avec cette idée de en même temps, mais surtout de ce qui nous intéresse tous, c'est deux choses pas l'une, c'est comment vous allez voir l'antagonisme d'une communication qui échoue et qui réussit en même temps. Et il y a donc un antagonisme dans l'idée même de communiquer. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Pour celles et ceux qui ont vu le film, bon, la fin est connue, mais bon, plein de choses. Le regard caméra de Gene Seberg, elle avait fait Bonjour Tristesse de Otto Preminger d'après François Sagan dans le film il y a une année précédente, celle du tournage du film de Jean Godard. C'est un regard caméra qui avait beaucoup impressionné aussi Jean Godard, qui a participé aussi au choix de Gene Seberg. La rue Campagne-Première, la mort du personnage de Jean-Luc Belmondo, donc Michel Poicart, la trahison, qui a trahi qui, la trahison ou le traître qui est une figure godardienne particulière. Mais là, ce qui est vraiment beau, et moi, c'est aussi une histoire avec ce film, c'est que d'abord, ce que je vois, c'est comment une communication rate. Elle rate sur le plan verbal. Vous avez un agonisant, c'est sa dernière parole, c'est la dernière parole d'un homme qui meurt, qui dit « je suis vraiment dégueulasse ». Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'il a dit ? Et un badaud dit, il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Première forme de trahison. On retrouve cette question de la trahison. Et elle répond, mais qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse ? Donc je suis dégueulasse, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous êtes vraiment une dégueulasse. Qu'est-ce que c'est dégueulasse ? Le sens de cette dernière parole d'un agonisant est perdu. En même temps, il y a quelque chose qui passe.
qui passe de l'autre côté du filet, c'est quand elle fait ce geste du pouce sur la bouche. Parce que quand elle fait ça, c'est la manifestation qu'une autre forme de communication a réussi, plus secrète, beaucoup plus mystérieuse. Je trouve que ce geste, ces gestes que Michel, personnage de Jean-Paul Belmondo, n'arrête pas de faire en hommage à Humphrey Bogart, qui fait le même geste dans les films qu'il adore regarder dans les salles des cinémas des Champs-Élysées. Il fait constamment ce geste, Michel. Patricia le reprend presque inconsciemment. Il y a quelque chose qui a passé d'une communication non verbale, gestuelle, entre l'une et l'autre. En même temps qu'une communication échoue sur le plan verbal, une autre réussit sur le plan non verbal et gestuel. Alors ça, c'est très important, je pense, pour apprécier le cinéma de Godard, c'est que le cinéma de Godard a une horreur du verbe et du scénario, d'ailleurs plus généralement. Le verbe, quand c'est la loi et qui s'exerce sur les images, d'une certaine manière, c'est une catastrophe pour lui. Par contre, il y a des choses qui passent sans qu'elles aient besoin d'être verbalisées. C'est pour ça qu'on aime regarder des images aussi. Elles ne sont pas toujours parlantes. Ou elles parlent, mais elles parlent d'une parole qui ne s'entend pas. Et c'est très intéressant parce que ce geste-là, en fait, on le retrouve dans tout le cinéma de Jean-Luc Godard. Vous avez souvent le geste d'un index sur une lèvre. Vous l'avez dans Passion, vous l'avez dans Forever Mozart, vous l'avez même dans le livre d'images. Vous vous souvenez au début, peut-être pour celles et ceux qui l'ont vu, il y a les maîtres du monde feraient bien de se méfier de Bécassine parce qu'elle se tait, et vous voyez Bécassine sans bouche, mais elle a le doigt comme ça levé, et puis vous avez aussi associé à ce plan l'index levé du Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Et moi, ce que j'y vois, c'est l'enfance grecque d'Horus, vous savez, le dieu égyptien du ciel, associé à l'aigle. L'enfance grecque d'Horus, dans les statues, c'est un enfant qui a l'index sur la lèvre. Qu'est-ce que les historiennes et les historiens nous disent de cet index? Ils nous disent que c'est pour dire que son enseignement est mystérieux et que le mutisme est nécessaire à conserver le sens de l'enseignement qui lui a été fait. Bon, quand vous regardez un film, je pense, et probablement un film de Jean-Luc Godard, il y a quelque chose de mystérieux qui advient. Vous êtes le sujet d'un enseignement, mais qui ne sera pas verbal. Il y aura des mots, il y aura des textes, il y aura des citations, il y aura une voix, deux voix, plusieurs voix. Mais il y a le mystère de ce qui ne se sera pas directement communiqué par une instruction. Il faut penser ça, et puis sinon, c'est le chaos. Non. Et ça passe déjà là, et vous allez voir que ça va résonner un peu dans le reste des extraits que nous allons montrer. Donc voilà, là, l'antagonisme, il est directement dans la communication. Je disais sur et sous la communication, ce qui passe au-dessus, ce qui échoue, et ce qui passe en dessous, et ce qui réussirait. Bon, sur et sous la communication, c'est le titre secondaire de la grande série qu'il a fait pour la télévision en 1976, 6x2, sur et sous la communication. Regardons maintenant aussi un moment très connu de son cinéma, c'est La fin du mépris, en 1963. Rosella, il copione. N'oublie pas les casques, Carolus. Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez? Le point. Je vais retourner à Rome. Il fuoco. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre. Bon. Et vous? Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé. Quel plan vous faites, là? Le premier regard d'Ulysse quand il revoit sa patrie. Ulysse. Ulysse. Ithaque. Alors, Au revoir, monsieur Lang. au revoir. À bientôt, j'espère. Ulysse vers la mer. Ulysse verso il mare. Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio si gira. Silenzio. Camera. Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea 14702 prima. Avanti. Azione. Travelling. Carello.
Silenzio. Alors, cette fin tellement bouleversante, pour tellement de raisons, et qui nous arrive en même temps. D'abord, c'est un film de Jean-Luc Godard, bon, évidemment adapté de Moravia, mais c'est aussi un film dans un film. Et ce film dans le film de Jean-Luc Godard, c'est Fritz Lang qui le réalise. Sauf qu'à l'époque, Fritz Lang ne tourne plus, tous ses projets tombent à l'eau, personne ne veut le produire, et il ne réalisera plus jamais de film. Donc déjà, c'est assez bouleversant. Voilà. En même temps que vous voyez un jeune réalisateur en pleine possession de ses moyens, vous voyez aussi un réalisateur qui n'a qu'une fiction de film à réaliser. C'est aussi le geste d'amitié, la poignée de main amie, elle se joue à cet endroit-là. Bon, le film joue aussi cet antagonisme-là. Il y a la fin du cinéma classique, le crépuscule du cinéma classique et l'aurore du cinéma moderne. Ça se joue au même endroit. Et il y a un antagonisme là. Évidemment, c'est conflictuel. C'est conflictuel. Mais il s'agit d'assumer l'antagonisme. C'est pour ça qu'il s'agit de dire, quand on entend en même temps, ça nous arrive en même temps, mais de deux choses pas l'une. Il ne s'agit pas de dire le moderne, c'est la disparition du classique. C'est que le moderne, il va bien falloir faire quelque chose du classique, malgré tout, même s'il disparaît. Alors c'est étonnant ce film, parce qu'il a été tourné un an après 15 jours ailleurs de Vincente Minelli, qui a été aussi tourné à Cinecittà, qui est la suite des Ensorcelés, qui est aussi un film qui s'interroge sur la fin d'un certain classicisme hollywoodien. Ce qui est absolument bouleversant, c'est aussi de montrer que Fritz Lang, c'est un Homère. C'est le Homère de Jean-Luc Godard. Je veux dire, c'est un peu le nôtre aussi, d'une certaine manière. C'est une ruine antique qui était encore en vie, mais c'était aussi finalement le gardien d'une tradition qui était en train de disparaître à l'horizon. Et puis, il y a ce que raconte le scénario. Ulysse entre à Ithaque, ou rentre à Ithaque, accueilli par Argos, son chien, bientôt par Pénélope. Mais à l'image, il ne rentre pas à la maison, parce que l'horizon est vide. Voilà. Et là, l'antagonisme, vous l'avez dans le cœur. Parce que quand on est un moderne, il ne s'agit pas de rentrer à la maison, parce qu'il n'y a plus de maison. On n'y rentrera plus jamais. Et ça, c'est assumé dans le film. Et c'est assumé dans le redoublement d'un terme. En italien, en français, c'est silence. Ce silencio, il a une résonance incroyable. Pour les amatrices et les amateurs de David Lynch, imaginez que dans Mulholland Drive, il y a un accident de voiture, comme dans Le Mépris. Il y a des histoires de films et de films dans le film, comme dans Le Mépris. Il y a des histoires de perruques, comme dans Le Mépris. Et puis il y a Silencio qui finit à la fin, le film comme dans Le Mépris. Donc ça a une résonance très très puissante. Mais c'est ça aussi qui advient. Donc c'est un film de deuil solaire. Genre le soleil est éclatant et il se couche au même endroit. Attends, parce que cette fin-là, évidemment, elle annonce aussi, rétrospectivement, elle est porteuse de la fin de Pierrot le Fou. Mais ce ciel aussi, c'est le ciel d'Horus. Horus, c'est le gardien du ciel. Ah ben, regardons alors Pierrot le Fou, mais on va regarder le début. On va regarder le début de Pierrot le Fou, c'est un grand moment. Velasquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le centre invisible de sa symphonie silencieuse. Il ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons par un progrès secret et continu dont aucun heurt, aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. L'espace règne. C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces, s'imprègne de leur émanation visible pour les définir et les modeler, et emportée par tout ailleurs comme un parfum, comme un écho d'elle, qu'elle disperse sur toute l'étendue environnante en poussière impondérable. Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en princes, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l'autodafé, le silence. Écoute ça, petite fille.
Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil éteint tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille? Tout est fou de leur lire des choses comme ça. Allez, au pieu les petits vieux. Mais là, on va laisser Belmondo dans son bain. Il a droit, il a bien mérité. Là, on pourrait dire, bon, voilà, vous avez la lecture par Jean-Paul Belmondo d'un passage d'Élie Faure, l'historien de l'art dédié à Velázquez, sur des images qui sembleraient au début plutôt éloignées de Velázquez. Enfin, une partie de tennis, peut-être davantage un pont de la Seine, un pont jeté sur la Seine le soir quand le soleil se couche. Ce qui est intéressant, c'est que là, la lecture faite par le personnage de Ferdinand Pierrot, par Jean-Paul Belmondo, délivre une multiplicité de sens qui, encore une fois, sont conflictuels et qui vous arrivent en même temps. C'est un bombardement. D'ailleurs, dans le film, pour celles et ceux qui l'ont vu, il y a un feu d'artifice. Au début, vous avez vu déjà dans le générique conserve les deux hauts de Pierrot le Fou. La référence rimbaldienne est travaillée tout le long du film. O, oméga, au rayon violet de tes yeux. Ce O, c'est le soleil évidemment qui se couche, c'est la balle de tennis qui s'échange. Bon, ça commence déjà à fuser pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est que là, en quelques minutes, on comprend pourquoi Louis Aragon, d'ailleurs, a été tellement enthousiasmé par ce film qui est d'un réalisme intégral, c'est-à-dire que vous pensez plusieurs choses en même temps et très intensément, et ces choses-là, encore une fois, elles vous arrivent et elles sont aussi conflictuelles. Par exemple, Velázquez sur un court de tennis, aucun sens. Et pourtant, il y a une métaphore qui apparaît tout de suite. Si le cinéma, c'est enregistrer des rapports, c'est filmer des échanges. Voilà. C'est filmer des échanges entre des mondes parallèles, des mondes d'images parallèles, qui sembleraient être tous hermétiques, isolés, repliés, comme des modades, les unes par rapport aux autres, et pourtant ça passe. Ça passe le filet malgré tout, ça circule. Dans l'épreuve, évidemment, d'un antagonisme, puisqu'après tout, Secours et Velázquez, ça n'a rien à voir. Donc il y a une métaphore. Vous avez aussi une méthode, et même une orientation esthétique. Ah, ça aussi, c'est très fort. Hein. On est en 1965, Jean Godard à l'époque a 34, 35 ans. Déjà, la question, c'est celle du soir, de communier avec les soirées. Alors le film aussi, on se souvient, comme Le Mépris, c'est un film très solaire, mais c'est un film de la nuit, d'une nuit très profonde et qui joue à plusieurs endroits. Vous allez voir à quels endroits. Et précisément, ce que dit Élie Faure au sujet de Velázquez, c'est quelqu'un qui filme entre les choses. Et filmer entre les choses, c'est voir comment ça circule. Il y a de circulation que parce qu'il y a des écarts, que parce qu'il y a des intervalles. Sinon, ça ne circule pas, évidemment. Donc là, il y a une orientation esthétique qui est relevée via Élie Faure et qui fait la connexion avec Velázquez. Vous avez aussi une dimension polémique, politique très forte. Parce qu'après tout, cette cour avec ce roi dégénéré, ces créatures difformes et ces nains, c'est juste De Gaulle. C'est juste le gaullisme. D'ailleurs, c'est à le revoir un film complètement travaillé sur la guerre d'Algérie qui continue, bien après 62. Il est beaucoup question du fascisme dans Pierrot le Fou. C'est une des raisons qui explique notamment le destin fatal de ce personnage et de son aimé qui est joué par Anna Karina. Donc Velázquez, d'un coup, devient un commentateur de l'actualité politique de 1965. Et puis, bon, il y a une poétique, c'est-à-dire le cinéma, ça filme l'instant, le présent, mais en n'ignorant pas que cet instant dure et meurt. C'est-à-dire, on fait du cinéma parce qu'on est aussi soumis à une loi. Elle a été dégagée par les grands chercheurs du XIXe siècle, les grands physiciens. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est la dissipation de l'énergie. C'est l'entropie. Et là, dans le film, dans ce passage, c'est absolument formidable. Parce que vous avez un père qui s'adresse à sa fille en lui disant « Écoute, petite fille », et une minute plus tard, il lui dit « Au pieu les petits vieux ».
Donc ça veut dire qu'elle a vieilli, cette petite fille, pendant 1 minute. Elle a vieilli. Ça, c'est absolument bouleversant. Bon, voilà, tout ça vous arrive en même temps. Je veux dire, tout ça se joue à des endroits tellement différents, tellement éloignés. C'est quoi le rapport? Il n'y a que ça, des rapports, en fait. Et c'est des rapports conflictuels. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension antagonique, encore une fois, qui permet l'échange. C'est parce qu'il y a un filet qui fait qu'il y a 2 joueuses qui peuvent échanger des balles. Il y a encore un dernier élément que j'ai failli oublier, c'est l'élément sociologique, puisqu'on le voit devant une vitrine d'une librairie, Le Meilleur des Mondes. Ça dit beaucoup, mais c'est intéressant parce que d'abord, vous le voyez, il lit les pieds nickelés et puis il achète probablement le livre qu'il est en train de lire en voix off. C'est-à-dire que c'est un profil culturel, des sociologues comme Bernard Lahire diraient aujourd'hui dissonant, c'est-à-dire qu'il peut lire et Lifford et les pieds nickelés. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'arrivée du livre de poche. C'est l'arrivée des études de sociologie, de sciences humaines, qui sont accessibles à prix réduit en format poche. Gallimard lance sa collection Idées en 62. Godard enregistre ce changement qui aussi va modifier toute une série de comportements lectoraux. Bon, voilà. Et puis, je vous épargne encore d'autres choses parce qu'il y en a encore tellement à dire. Enfin, c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, c'est une difficulté. C'est comme tout ça vous arrive en même temps, puis ça fait toute une série de conflits. Hein. C'est-à-dire que ça se bouscule beaucoup dans votre tête. C'est très bien, en fait. C'est une bonne idée. Alors, on va continuer avec peut-être un dernier extrait pour les années 60. C'est aussi un extrait. Voilà. Bon, après, tout ça fonctionne sur des affects, en fait. Hein. Tout ça, ça nous bouleverse tellement. C'est un extrait de 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Donc, c'est un film qui date de 1967 et il est question d'une tasse de café. Le monde seul, aujourd'hui où les révolutions sont impossibles, où des guerres sanglantes me menacent, où le capitalisme n'est plus très sûr de ses droits et la classe ouvrière en recul, où les progrès foudroyants de la science donnent au siècle futur une présence obsédante, où l'avenir est plus présent que le présent, où les lointaines galaxies sont à ma porte, mon semblable, mon frère. Mais où commence quoi? Dieu créa les cieux et la terre, bien sûr, mais c'est un peu lâche et facile. On doit pouvoir dire mieux. Dire que les limites du langage sont celles du monde, que les limites de mon langage sont celles de mon monde, et qu'en parlant, je limite le monde, je le termine. Et que la mort, un jour logique et mystérieux, viendra abolir cette limite, et qu'il n'y aura ni question ni réponse, tout sera flou. Mais si par hasard les choses redeviennent nettes, ce ne peut être qu'avec l'apparition de la conscience. Ensuite, tout s'enchaîne. Alors, quand Jean-Luc Godard réalise ce film, il est dans un moment de très grande forme. Ça, entre 66 et 67, il tourne au moins 5 longs métrages, il tourne masculin-féminin, Made in USA, ce film, La Chinoise, Week-end, et des courts métrages, donc très très grande inspiration, constamment en train de travailler. D'ailleurs, les idées aussi circulent entre les films, créent des rapports et des tissages d'une très très grande densité. Ce film-là est très beau. Il a été tourné en fait à l'époque de la création d'une cité qui s'appelle la Cité des 4000, en fait, qui a été construite à La Courneuve. À l'époque, ça s'appelait pas la Seine-Saint-Denis. C'est une cité qui a été démolie en fait récemment en 2020. C'est une cité dont malheureusement on se souvient parce qu'un président de la République a dit qu'il allait la passer au Karcher. Donc c'est à cet endroit-là que Jean-Luc Godard tourne. Et ce qu'il montre, c'est comment le capitalisme de l'époque conduit à de grandes rénovations urbaines, à de grandes transformations urbaines, en fait, qui vont littéralement transformer la vie des gens, et particulièrement donc, le personnage que joue Marina Vladi, qui s'appelle Juliette Janson dans le film. Voilà, c'est une femme qui vit à l'époque où elle est poussée à la consommation très très fort. C'est le moment qualifié de consumériste, qualifié par Jean Baudrillard de société de consommation.
C'est un capitalisme qui fonctionne à la consommation, donc qui invite à consommer de plus en plus, sauf qu'on est aussi à une époque marquée par le salaire masculin. C'est les hommes qui travaillent et les femmes restent plutôt à la maison, et le travail domestique n'est pas considéré comme du travail puisque ce n'est pas un emploi, il n'est pas rémunéré. Ce que fait donc Juliette Janson pour pouvoir accéder aux critères de la consommation dans la cité où elle habite, entre la cité et Paris, c'est qu'elle se prostitue occasionnellement. La prostitution est un motif qui revient très très fort, qui livrerait une clé ou une vérité du capitalisme. Et on a une scène de café. C'est un très grand cinéaste aussi de ça, Jean-Luc Godard, c'est des cafés. Il a fait beaucoup de scènes dans les cafés. Si ces séquences sont si fortes, c'est qu'il justement nous raconte un peu ce dont on parle là, c'est qu'au café, il vous arrive plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que vous êtes dans vos pensées, vous discutez avec quelqu'un, vous entendez la discussion des gens qui sont à côté, le bruit des plateaux, peut-être la rue à côté de la sortie. Enfin, dans un café, il vous arrive plein de choses en même temps, et des choses qui n'ont souvent pas grand-chose, mais comme vous pensez, vous les mettez en rapport malgré vous. Et là, vous voyez un homme qui contemple sa tasse de café. Dans cette tasse, café noir, vous avez un carré de sucre qui se dissout. Et là, tout arrive. Alors, tout arrive par la voix de Jean-Luc Godard. On a la voix de Jean-Luc Godard. Ce qui est très beau, c'est qu'elle est chuchotée. Elle est chuchotée parce que la ville devient tellement bruyante. Il y a des chantiers partout. C'est bruyant un café, c'est bruyant une cité, c'est bruyant une cité qu'on construit. Et chuchoter, ça permet de descendre un tout petit peu le niveau. C'est déjà pas mal. Et puis, il y a la scansion, mon semblable, mon frère, qui est mon inspiration baudelairienne, ça vient du poème au lecteur. Mais surtout, dans cette tasse de café, il y a au moins 4 niveaux de discours différents. Une critique du capitalisme contemporain, une évocation théologique ou démiurgique qui est rapidement balayée par l'évocation du Big Bang, qu'on n'appelait pas comme ça tout à fait à l'époque, mais qui est là, que vous voyez encore à l'image. Et puis aussi une évocation plutôt métaphysique sur le langage et ses limites. C'est déjà une des premières scènes de dialogue chez Platon. Est-ce que ce que je nomme, est-ce que c'est la vérité de l'objet qui est nommé? Dialogue avec Critias en particulier. Voilà. Et c'est tout ça qui arrive dans une tasse de café. Il y a la possibilité peut-être aussi que la fille sur la table d'à côté vous regarde, peut-être a envie d'avoir une conversation avec vous. Voilà. Tout ça vous arrive en même temps. C'est quoi le rapport entre tout ça? Mais c'est la pensée, en fait. Et dans la pensée, c'est pas c'est j'assume aussi l'antagonisme qu'il y a dans le rapprochement de toutes ces choses. Je l'assume. C'est pas que je l'évacue au risque qu'il me revienne très très fort dans la figure, c'est qu'il est assumé. C'est de deux choses, pas l'une. Je prends tous ces discours-là et puis et tout ça est accueilli. Cette petite écume là qui éclate à la surface de cette tasse de café, il y a tout ça. C'est très beau aussi parce que ça veut dire que nous pensons tous. Ce qui est filmé là, à mon avis, c'est la pensivité même. C'est le fait d'être pensif. Quand vous êtes pensif, vous pensez un peu malgré vous. Voilà, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous pensez, c'est que ça vous arrive comme ça. Et quand vous pensez, il y a plein de choses qui arrivent et ce sont des collisions récurrente, tout le temps, ça rentre en collision. Je voulais vous montrer Week-end parce qu'il y a beaucoup de questions de collision, mais le temps passe. Le temps passe d'ailleurs très vite. Là, en fait. Et j'ai combien de temps là? Je vois pas du tout le temps qui passe. Combien? Une bonne demi-heure. Allez, on va faire un saut. On va alors là, du coup, aller au milieu des années 70. Alors, mai 68 arrive. Entre 68 et le milieu des années 70, Jean-Luc Godard vit je ne sais pas combien de vies. Il lâche le cinéma, entre guillemets, supposément commercial, narratif. Il fait des films très politisés, inscrits dans des rapports politiques, avant, après mai 68. Il fait Le Gai Savoir qui est interdit de diffusion par la RTF. Il va à Londres. Il filme les Rolling Stones et Black Panther. Il rencontre Jean-Henri Roger, qui est un étudiant Mao, et puis ensuite un homme militant qui s'appelle Jean-Pierre Gorin. Le groupe qu'Elisabeth Zielartov va se constituer, ils vont tourner en Tchécoslovaquie, en Italie. Cette séquence s'achève au moment de Tout va bien, donc j'aurais voulu vous montrer un extrait, mais ça sera pour la prochaine fois.
Et Jean Godard, en fait, part de Paris. Il a eu un accident de moto très grave en 1971. Il rencontre Anne-Marie Miéville à cette occasion-là. Ils partent et s'établissent à Grenoble où travaille un dénommé Jean-Pierre Boviala, en fait, qui est directeur de la société Aaton, une société de production de matériel vidéo, puis qui a inventé une petite caméra ultra légère qui s'appelle la Paluche. Et il va travailler en vidéo en fait, à cette époque-là. Et notamment, il va faire deux grandes séries pour la télévision, 6x2, sur et sous la communication, et France Tour des Tours, 2 enfants. C'est une période absolument formidable, c'est la période la moins connue du cinéma de Jean-Luc Godard. Il y a des choses qui sont disponibles ici et là, jetez-y un œil, ça vaut le coup d'œil. Et il fait notamment un film qui s'appelle Ici ailleurs, qui est un de ses films les plus importants, qui a suscité le plus de discussions d'ailleurs, puisqu'en fait il s'agit dans ce film, je vous explique un tout petit peu le contexte, co-réalisé avec Anne-Marie Miéville. En fait en 1970, Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin sont invités par le Fatah, qui est la branche armée de l'Organisation de libération de la Palestine, pour aller filmer un camp de Palestiniens à Amman, en Jordanie. Ils y vont, ils tournent des images, ils repartent. À l'époque, le roi Hussein décide de liquider toutes les unités de combat palestiniennes en territoire jordanien. Ça s'appelle Septembre Noir. Tous les militants, les combattants palestiniens filmés par Godard et Gorin à cette époque sont assassinés. Les images sont inutilisables. Jean-Pierre Gorin et Jean-Luc Godard se séparent. Jean-Luc Godard récupère les images et fait Ici ailleurs, qui dit voilà, on a été invité à faire ce film, un film de propagande, et le temps, c'est plus un moment celui de la critique, c'est aussi celui de l'autocritique. Et vous allez voir comment cette autocritique, justement, fait jouer l'antagonisme très fort, y compris dans les méthodes MED employées par Jean-Luc Godard. On a fait comme pas mal de gens, on a pris les images. Et on a mis le son trop fort. Avec n'importe quelle image. Vietnam. Toujours le même son. Toujours trop fort. Prague. Montevideo. Mai 68, France. Italie. Révolution culturelle chinoise. Grève en Pologne. Torture en Espagne. Irlande, Portugal, Chili, Palestine. Le son tellement fort qu'il a fini par noyer la voix qu'il voulait faire sortir de l'image. Dans les ruines de la ville de Karamé, une petite fille du Fatah récite un poème de Mahmoud Darwish. Je résisterai. Écoute, tu devrais parler d'abord du décor et de l'acteur dans ce décor, c'est-à-dire du théâtre. Ce théâtre-là, d'où il vient de 89, de la Révolution française, et du plaisir qu'avaient les conventionnels de 89 à faire des grands gestes et à déclamer en public leurs revendications. Cette petite fille, là, fait du théâtre pour la Révolution palestinienne, évidemment. Elle est innocente, mais peut-être cette forme de théâtre l'est moins. En fait, ce film raconte cette histoire des sons qui nous empêchent d'avoir accès à d'autres sons. Et ce qui structure un petit peu la narration de ce film qui fait à peine 1 heure, c'est cette famille qui regarde la télévision. Cette famille-là, elle ressemble à n'importe quelle famille, et on peut imaginer que parfois papa met le son trop fort parce qu'il veut écouter les informations, et ça fait un peu du mal aux oreilles de maman qui, elle, est convoquée à tout le travail domestique qu'elle doit accomplir. L'enfant peut-être voudrait regarder son dessin animé. Parfois, quand il regarde le dessin animé, mais le son trop fort, et ça embête aussi papa qui lui demande de baisser le son moins fort. Bon, ces questions, c'est des questions très simples, et je pense qu'on les a toutes vécues. C'est cette question des sons, hein, et de leur intensité. Et que parfois, quand on met un son très fort, et la télévision, c'est vraiment pour ça. Le son est très fort, ça permet de ne pas entendre d'autres sons, et notamment le son des gens qui regardent la télévision. Donc c'est un film d'abord qui parle de ça. Et puis il y a cette question palestinienne, comment elle arrive dans les foyers
voilà, domestique dans les années 70, et elle arrive par le biais d'images. Par exemple, de gens qui, comme Jean-Luc Godard, ont pu les tourner. Mais il y a un problème, hein, parce que les images qui ont été tournées, elles ont été tournées par des gens, le Godard, là, hein, c'est la critique autocritique. Ils n'ont pas entendu vraiment ce que les Palestiniennes et les Palestiniens leur ont raconté. Et eux, ils sont venus parce qu'ils étaient là pour faire un film de propagande. Et faire un film de propagande, c'est mettre la lutte l'international très fort et pas vraiment entendre ce que les gens ont à dire. Et peut-être qu'à cet endroit-là, on leur a demandé de tenir un fusil, de se rassembler, mais ils ont envie d'être ailleurs aussi. Voilà. Et ça, c'est un problème que Jean-Luc Godard assume. Voilà. Il ne l'évacue pas, lui, il l'assume. Hein. Et il raconte comment ils se sont plantés, en fait, quand ils ont fait ce film-là. Voilà. Et c'est très beau aussi, parce que la voix d'Anne-Marie Miéville, elle montre aussi comment le théâtre de la propagande révolutionnaire pour le camp palestinien, finalement, elle s'inscrit dans une histoire aussi qui est celle de la Révolution française. Et quand elle dit ça, et elle dit, voilà, ce théâtre n'est pas innocent. Alors évidemment, elle ne fait pas une note de bas de page, mais quand vous lisez la préface au livre 1 du Capital de Karl Marx, il y a cette phrase « Le mort saisit le vif ». C'est-à-dire vos scénographies révolutionnaires, elles sont vraiment largement empesées de toute une série d'ossuaires dont vous n'avez même pas idée aussi. Et il faut à un moment donné aussi créer quelque chose de nouveau à cet endroit-là. Et ça n'a pas été assumé. Donc revoir les images, il s'agit de les repasser, c'est aussi faire cette critique-là. Et donc c'est se la faire à soi-même. Parce qu'effectivement, on a mis un peu le son trop fort. Et il y a la télévision qui arrive. Et la fonction idéologique de la télévision, c'est pas de regarder quelque chose, c'est que le son recouvre tout le reste. Alors on va s'en rendre compte avec le film qu'il tourne juste après, qui s'appelle Numéro 2. Donc c'est un film de 1976. En fait, à l'époque, Georges de Beauregard essaye de sortir un peu Jean-Luc Godard de sa retraite à Grenoble et lui propose de faire en fait un remake d'À bout de souffle. Bon, Godard dit très bien, il accepte les commandes, il a toujours accepté toutes les commandes dès lors qu'il pouvait les trahir, parce que les trahir, c'était traduire les impensés du commanditaire lui-même. Et il fait ce film, il s'appelle Numéro 2. C'est l'époque où il utilise plusieurs écrans, où il joue du partage d'écran, ce qu'on pourrait appeler le split screen, de la surimpression, du battement d'image. Alors quand on parlait du en même temps, évidemment, ça joue à plein à ce moment-là. Et vous allez voir un passage de ce film où vous avez deux écrans, et vous allez voir quelle partie de tennis se joue de part et d'autre de ces deux écrans. Saigon change de nom, s'installe le GRP, qui n'est plus provisoire mais se veut révolutionnaire, pur et dur. Cambodge, où sont les 635 réfugiés partis dans l'ambassade de France il y a un peu plus de 24 heures? Paris, défilé traditionnel du 1er mai. C'est par le compte rendu de cette activité unitaire que va commencer ce journal. 15h cet après-midi, place de la Nation. Des dizaines de milliers de manifestants rassemblés pour le traditionnel défilé du 1er mai. En tête du cortège, les responsables de la CGT et de la CFDT, mais aussi des représentants du Parti socialiste et du Parti communiste. Des slogans autour de deux grands thèmes revendicatifs, unité d'action syndicale, extension des luttes sur les salaires et l'emploi. Le 1er mai, c'est toujours le symbole de l'unité, traditionnellement. Qu'il prolonge de nombreuses luttes de la classe ouvrière avec une initiative d'action commune entre la CGT et la CFDT et qu'il veut la fureur du dragon de combat pour leurs revendications immédiates et pour promouvoir le changement dont il a besoin. La signification de ce 1er mai dans le contexte économique et social actuel. Aujourd'hui, c'est une protestation, bien sûr, populaire. L'affirmation d'une volonté de lutte, et c'est un au plus grand combat moderne de tous les... Il est nécessaire d'aller plus loin et plus fort, sinon nous allons connaître quelques centaines de milliers de jeunes qui vont être au chômage plus à l'été prochain, sinon la crise ne pourra que s'aggraver et être payée par nous. Cela nous ne l'accepterons pas, et le sens du 1er mai, c'est donc une volonté de lutte, d'unité et de combat. De la paix. Et puis, fait exceptionnel dans une manifestation du 1er mai, des appelés du contingent, le visage masqué, mais en uniforme.
Oui, alors, numéro 2, c'est un film sur la merde. Hein. Là, c'est assumé, mais alors, c'est quoi la merde? C'est pas la merde d'un éléphant qui vous chie au début sur les collines d'Hollywood. C'est autre chose. À l'usine, c'est la merde. Donc, puisque c'est la merde à l'usine, papa, il fait chier maman. Maman, du coup, elle est emmerdée, donc elle fait chier ses enfants qui l'emmerdent. Et résultat, elle est constipée, elle ne peut pas aller aux toilettes. Voilà. Donc c'est ça le truc, c'est que c'est la merde partout et on n'arrive pas à la chier. Alors, il y a un canal qui la diffuse vraiment abondamment, c'est la télévision. Mais là, ce que fait Jean-Luc Godard est intéressant, parce qu'en fait, il montre que, finalement, encore une fois, penser, établir ses raccords, assumer l'antagonisme. Là, c'est aussi peut-être baisser un petit peu ce qui brille. Enfin, en tout cas, faire de la critique, au moins faire un petit peu de la critique. Ça devient de plus en plus compliqué, mais il faut quand même persévérer. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que les images parlent, malgré tout. Parce que les cortèges syndicaux, avec la CGT, FO, la CFDT, c'est François, Vincent, François, Paul et les autres, bien sûr. C'est un film de Claude Sautet. Les luttes, Plan-Plan, tout ça, c'est un film avec Michel Constantin, c'est un peu La Fureur de Dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça ne veut pas dire que les luttes en elles-mêmes n'ont aucun sens, c'est pas du tout l'idée de Jean Godard, au contraire, c'est-à-dire qu'il y a de la lutte. Mais à la télévision, il n'y a pas, par exemple, les images de télévision, qui seraient, elles, les images du réel, encore une dimension documentaire, et puis de l'autre, les images de la fiction, avec, y compris du film d'auteur, y compris de Claude Sautet, de Lucchino Visconti, puisqu'on a un extrait de Violence et Passion. Non, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a une colonisation par des vieux imaginaires de fiction, des images du réel. Ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a plus de fiction. Il n'y a plus de documentaire, pardon. Il n'y a que de la fiction. Il n'y a plus rien. C'est ça, c'est l'extermination de ça. Donc c'est pour ça que numéro 2, c'est un film qui est une investigation incroyable dans le réel de ce que c'est qu'une cuisine, une salle de bain, une table à manger, ce que papa raconte à maman, ce que les grands-parents racontent à leurs petits-enfants. Et ouais, c'est dur, hein. Je veux dire, c'est difficile. Ce serait un film comme ça aujourd'hui soulèverait, à mon avis, des colères très très grandes. Et pourtant, il faut assumer ces colères parce qu'il faut assumer l'antagonisme. Il faut assumer que ce qui se joue à l'usine, ça se retraduit aussi à la maison. Et donc, c'est-à-dire et la maison, c'est l'usine de maman. Voilà. C'est le premier film, à ma connaissance, de l'histoire du cinéma qui le montre. L'usine, la maison, la maman, elle est à son usine quand elle travaille dans sa cuisine. Voilà, elle est soumise elle-même à des chaînes. Et c'est des chaînes qui font souffrir et qui constipent. Voilà. Et ça passe particulièrement par la télévision. Et donc là, vous voyez, même les luttes elles-mêmes, c'est plus que la bande-annonce d'un film d'action et qui n'a pas grand sens. Alors, il a fait beaucoup de films comme ça dans les années 70. Il revient au cinéma commercial narratif avec Les Vedettes en 1980, Sauf qui peut la vie. Alors, je fais un bond. Et je vais vous inviter plutôt à apprécier le fait que dans les années 80, donc il tourne Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, Détective, King Lear, Soigne ta droite, donc des films de fiction avec des acteurs parfois très très connus, Johnny Hallyday dans Détective et j'en passe. En même temps, il continue à travailler en vidéo. Il est revenu à la PIQ, mais il continue à travailler en vidéo. À la fin des années 80, il a suffisamment accumulé de matériaux pour commencer à travailler sur les histoires du cinéma qui vont lui prendre 10 ans, les 8 épisodes qu'il va réaliser entre 1988 et 1998. Et il continue à tourner en vidéo, y compris des commandes. Et il a notamment réussi à ne pas satisfaire, enfin c'est bien débrouillé pour ne pas satisfaire à 2 commanditaires, prestigieux, assez lourds, France Télécom d'un côté et Darty de l'autre. Je vais vous montrer un extrait donc, de ces 2 films, donc Puissance de la parole et le rapport Darty. On va commencer par Puissance de la parole, qui est la commande dédiée à France Télécom. C'est moi qui l'ai proféré à la vie avec quelques phrases passionnées. Ces brillantes fleurs sont les plus chères de tous les rêves non réalisés. Et ces volcans forcenés sont les passions les plus tumultueux et les plus insultés des cœurs.
Alors vous pouvez imaginer que Monsieur Francis Télécom, quand il a vu le film, il a eu un petit malaise. Mais c'est dommage, hein, le film c'est un des plus beaux films de Jean-Luc Godard. C'est le film préféré de Jean-Luc Godard de Luc Moulet, je crois. Il adore ce film. C'est vrai qu'il est très très puissant. En plus, voilà, il raconte en fait ce que fait France Télécom avec nos vies. Alors bon, il y a une inspiration de James Kay. Il y a une station-service. On pense au facteur sonne toujours deux fois. Et puis il y a Jean Bouise et Laurent Scott en fait qui viennent eux visiter la Terre bien après la fin du monde. Bon, de quoi il est question dans ce film, avec ces explosions, cette apothéose audiovisuelle incroyable, la lave, l'océan, Leonard Cohen, Bob Dylan, Ravel, Beethoven, enfin tout ça vous arrive en même temps et avec une puissance d'antagonisme très très fort. C'est pour vous dire que quand vous téléphonez, bon, en fait tout ce qui vous anime de cosmique, tout ça c'est réduit à rien. Voilà, c'est juste en fait de l'électricité qui permet à France Télécom de faire des profits. Toute la vie cosmique, toutes les cosmogonies que vous abritez dans votre corps se perdent entre le satellite et votre téléphone. Voilà, c'est un film qui raconte ça. Évidemment, ça n'a pas plu. C'est dommage parce que ça disait la vérité, mais la vérité est déplaisante. C'est le cas du rapport Darty. Aussi. Alors là, je vais vous montrer la fin de ce film. Donc là aussi, c'est pareil. Hein. Enfin, Darty, c'est pas que Darty vend de l'électroménager ou de la hi-fi aux gens. C'est qu'il propose aux gens de se débrouiller pour qu'eux soient les agents d'une circulation des marchandises qui ne répond jamais à leurs plus profonds désirs, leur imagination, tout ce qui les travaille et d'une certaine manière ce qu'ils aimeraient bien pouvoir réaliser peut-être avec les moyens qu'on leur offre, mais qui sont à chaque fois déçus. Et vous allez voir la fin de ce film qui part sur impression d'une certaine manière, va vous montrer, voilà, vous avez Darty et vous avez autre chose, les deux vous arrivent en même temps, il va falloir assumer cet antagonisme-là, et puis peut-être, à un moment donné, trouver la diagonale de la vie, quoi. On se répare, une image ne se met pas dans une machine à laver. Comment savons-nous d'ailleurs qu'elle est sale et hors d'usage? C'est le propre des images de venir d'ailleurs, et cet ailleurs est ici. Nulle part ailleurs. Tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien. Tu pleures quelquefois comme pleurent les bêtes. Sans savoir le pourquoi. Je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de variété, moi, qui ne suis qu'un artiste de variété. C'est ou l'enrichissement matériel qui est un appauvrissement de l'esprit avec Darty, ou bien c'est la pauvreté, mais avec quelle dignité du côté des temps modernes de Charlie Chaplin. Et c'est très beau parce qu'en plus il reconnaît dans cet homme que vous voyez au début d'extrait, un Chibani, un vieux maghrébin avec son bonnet, il voit qu'il ressemble énormément à Charlie Chaplin, mais Darty ne le voit pas, ça. Et quand cet homme... Nous allons acheter de l'électroménager ou du Wi-Fi. En fait, les questions qu'on se pose, c'est les questions que vous voyez apparaître à l'écran. C'est le titre de l'œuvre testamentaire de Paul Gauguin. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? C'est un peu à ces questions-là qu'on aimerait qu'on nous réponde. Et Darty vous dit, achète mon truc, et puis tu verras ça plus tard. Du coup, le temps presse, évidemment. Il va falloir arriver au terme de notre affaire. Donc, du coup, on va terminer avec les 2 extraits, si on va avoir un peu de temps pour discuter. Et après, ça sera Opieux les petits vieux. Donc on va mettre les 2 derniers films de Jean-Luc Godard. Allez, le livre d'images. Profilé sur le fond. Du verre luxuriant.
De l'été. Et l'embrasement Royal. de l'automne. Et la ruine de l'hiver. Avant que ne fleurisse. À nouveau. Le printemps. Sali maintenant. Un peu noirci. Par le temps. Toujours serein. Non comme des sentinelles. Non. Comme s'ils défendaient. De leurs énormes. Et monolithiques. Poids et masse. Les vivants contre les morts. Tous. Les ossements. Avant que ne fleurisse à nouveau le printemps. L'hiver luxuriant de l'été. L'endurance. Protégeant. La ruine de l'hiver. Tous. Eux tous, profilés sur le fond du vert luxuriant de l'été, et l'embrasement royal de l'automne, et la ruine de l'hiver, avant que ne fleurisse à nouveau le printemps. Eux tous, Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, le livre d'images, c'est le dernier long métrage de Jean-Luc Godard. Il est constitué en 5 parties. 5 parties comme les 5 doigts de la main. La condition humaine, c'est de penser avec ses mains. La citation de Denis Rougemont, voilà, est un peu la vertébration du film. Là, c'est la partie qui s'appelle Ces fleurs entre les rails dans le vent confus des voyages, qui est c'est un vers de Rilke qui est dédié en fait au motif du train. Parce qu'en fait, un train en cache un autre. Toute l'histoire, en fait, et l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de trains dans le cinéma, mais il y a beaucoup de trains dans le XXe siècle, dans le siècle précédent, encore aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y en a un train, il y en a un autre. Voilà. Quand il y a eu le train de la Révolution, il y a eu le train de la contre-révolution, etc., etc. Tout cet épisode, évidemment, travaille ce motif et ce contrepoint du train et de l'autre train. En même temps qu'il y a un train qui vous arrive et qui vous emmène au loin, il y en a un autre qui s'interpose au risque de la collision. Il y a cette phrase extraordinaire, qui est une des plus belles phrases qu'on ait jamais écrites, qui est la fin d'une nouvelle de William Faulkner qui s'appelle Sépulture Sud et qui a été décomposée et réagencée comme des photogrammes par des chômeurs et des chômeuses dans un film que Jean-Luc Godard avait tourné en 1986, qui s'appelle Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, avec la musique d'Arvo Pärt par-dessus. Et c'est évidemment cette phrase-là, en la décomposant, c'est comme les wagonnets évidemment qui constituent ce train qui débouche, un petit plaisir idiosyncrasique personnel, mais qui débouche là sur la citation finale de Max Fools, de La Maison Tellier, donc l'épisode central du plaisir. Vous voyez Gabin, voilà, qui voit le train partir avec Daniel Darieux, et lui reste, parce que le train est parti. Ce à quoi évidemment s'attendait Jean-Luc Godard. Je finis avec un petit film de 20 secondes. En fait, c'est le dernier, parce que celui-là, c'est l'avant-dernier. Le dernier film que Godard a réalisé, c'est une petite bande-annonce pour un festival, qui est le Festival international du film documentaire de Jihlava en République tchèque, qui est un festival qui existe depuis 1997. Et pour la 22e édition en 2018, Jean-Luc Godard a proposé ce petit film. Et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, le nombreux
sauvé par ces espèces. Nous bâtirons-nous érigés, lorsqu'on commencerait plus vaste, plus vaste que de notre temps. Cette espérance resterait l'utopie de tous les continents. L'utopie serait l'espoir sur tous les continents. Rien ne devait être comme nous l'avions espéré. Cela ne changerait rien à nos espérances. Voilà, donc c'est quoi une vie en fait, hein, c'est ça ce dernier film. Toute une série d'images, on peut en reconnaître certaines, un doigt, un pavé tactile, une phrase. Ça fait partie des dernières phrases que Jean-Luc Godard aura ruminées dans sa vie. Si rien ne devait arriver comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien en nos espérances. Voilà ce que Godard ruminait dans ces derniers jours, dans son dernier film, pour nous permettre de répondre à chaque fois qu'on entend en même temps dans la tournure et l'inflexion idéologique dont je vous ai parlé, mais de deux choses, pas l'une. Parce que voilà, il s'agit encore une fois d'assumer la contradiction antagonique, parce que les mondes parallèles, voilà, et les mondes, c'est des mondes d'images, et les mondes parallèles se touchent à l'endroit de leurs antagonismes offusqués, escamotés, cachés, refoulés. C'est à cet endroit-là qu'on pense, et qu'on a fait du cinéma comme l'a fait Jean-Luc Godard. Mais en fait, en attendant le prochain, parce qu'il y a un prochain film de Jean-Luc Godard. Alors, si vous me demandez son titre, quand est-ce qu'il sortira, je vous répondrai Silencio. Merci.